Salut, comment tu vas? Ça va très bien, moi. Cool, ça va bien. On vient d'avoir un petit problème de Wi-Fi et là, tout est rentré dans l'ordre donc On écoute, se vas-y, relance direct. on se relance direct. Parle-moi un peu de la boîte, de la Voilà. 1re boîte que tu as envie de me faire découvrir. Donc, la première boîte dont j'avais envie de te parler, n'hésite pas à m'interrompre cette fois-ci directement si jamais ça Vas-y, vas-y, déconne. vas-y. Donc, c'est comment gagner de l'argent en crypto. Alors, c'est pas une boîte en tant que telle. Je vais vous parler d'une boîte bien précise, mais j'aimerais bien l'introduire en parlant des différentes façons dont on peut gagner de l'argent en crypto. Alors, aujourd'hui, la première façon de gagner de l'argent en crypto, c'est de faire ce qu'on appelle de l'analyse technique, c'est-à-dire se baser sur des charts, sur des tendances et utiliser des calculs faire des calculs pour pouvoir dessiner le meilleur moyen, la meilleure entrée sur un chart et la meilleure sortie, et c'est sur la différence entre les deux qu'on fait son bénéfice. C'est un moyen de gagner de l'argent en crypto qui est laborieux et qui prend des heures et des heures et des heures d'apprentissage pour pouvoir l'utiliser à bon escient. La deuxième façon, c'est d'être un Tchad. Donc, un Tchad, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive, qui est comme au casino, qui fait tapis et qui dit, OK, cette fois-ci, ça va monter. Et des fois, ça monte et souvent, bah, ça descend. Du coup, c'est un des moyens de gagner de l'argent quand on est dans un bull run, c'est-à-dire dans un marché qui est globalement haussier. C'est un moyen de gagner de l'argent, mais c'est pas très safe, c'est pas très sain non plus. Du coup, le troisième moyen de gagner de l'argent en crypto, c'est de participer à ce qu'on appelle des private sales. Qu'est-ce que c'est une private sales? C'est avant le release d'un token, donc c'est-à-dire avant qu'un projet soit disponible sur des plateformes d'échange, certains fondateurs de projets font le choix, en fait, de vendre une partie des tokens avant qu'ils soient disponibles à l'ensemble du public à un certain prix, qui en général est un prix un peu avantageux ou un petit peu quasiment équivalent à celui qui sera à la sortie du projet. L'avantage quand on fait ça, pour les gens qui achètent le token, c'est de se dire que, OK, ils auront, quoi qu'il en soit, un prix d'entrée unique, et en plus, ils auront, c'est sûr, certains, leur site, leur place dans le projet, et donc c'est une façon beaucoup plus safe et très avantageuse de rentrer dans un projet. Les private sales sont pas ouvertes à tout le monde, il faut connaître des gens, il faut avoir des insights, il faut avoir des portes d'entrée dans certains projets, etc. Bref, c'est réservé aux 1% des gens dans la crypto. La quatrième façon de gagner de l'argent en crypto, c'est de copier des trades. Alors, aujourd'hui, on peut suivre des whales, on peut suivre des influenceurs, on peut échanger avec des gens, et en échangeant avec eux, en recoupant les informations, se dire, OK, ça c'est un projet sur lequel ça vaut la peine d'investir. Et ça, en fait, on fait du copy on s'inspire des trades des autres pour faire les mêmes derrière nous. Et en fait, c'est une forme d'investissement social. Ouais, tu peux t'inspirer Ouais. en prenant les informations, mais sinon, il y a le copy trading où Mhm. c'est littéralement le mec te C'est dit: «OK, ça. je rentre maintenant, rentre avec moi» et toi, tu suis un peu aveuglement. Exact. Est-ce que tu dis que vu que lui, il a une bonne performance, la probabilité que toi, tu en aies une bonne si tu le suis est haute aussi? C'est exactement de ça dont j'ai envie de te parler. Donc, c'est du copy trading et on appelle ça aussi le social investing. Alors, ça Ouais. existe depuis longtemps, tu vois. Enfin, je te le dis à toi, tu le sais mieux que personne probablement. eToro, je pense, c'est un des leaders là-dessus. eToro, tout son Ouais, marketing, c'est, copier les meilleurs traders il y a et eToro, il y a public.com. Donc, en fait, il y a différentes façons de faire du social investing ou du copy trading. Soit tu regardes sur Twitter, soit tu es dans des Telegram, soit tu es dans des clubs privés, ou bien alors, comme on a pu le voir en début d'année avec GameStop, tu es sur des Reddit et tu suis les investissements. Quelque part, c'est la même mouvance. En fait, c'est de copier l'investissement des autres en se disant que si on met tous au même moment, ça va faire monter le prix. Et donc, tout le monde va gagner. Puis, il y a la façon productisée, quelque part, de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont construit des produits financiers et des produits tout simplement digitaux pour pouvoir faire ce type d'investissement. Donc, comme tu le disais, il y a eToro, il y a public.com. Et donc là, tu suis en fait des investisseurs pros et tu les suis aussi dans leurs investissements. Et ce dont je voulais te parler aujourd'hui, ça c'était l'introduction, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est d'un truc qui s'appelle prism.xyz. mmh, Prism avec un ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. PRYSM.xyz. Alors, comment est-ce qu'ils se décrivent? Ils se décrivent comme le TikTok/Robinhood de la crypto. Et je trouve ça absolument génial. Pour le moment, c'est en bêta, l'accès est pas encore ouvert à tout le monde. Moi, je parle avec les gens dans le Discord et je me rends compte que c'est des gens qui ont l'air très malins. Et donc, j'ai envie de présenter vite fait ce petit projet-là. Donc, c'est un projet qui est basé sur le Web 3.0 et qui, en fait,
propose à cette nouvelle catégorie de créateurs qu'on appelle les créateurs financiers. Donc c'est des gens qui comme, les tu vois la créateur économie, et ben, il y a des gens qui font des armoires, il y a des gens qui font des lampes, il y a des gens qui font, tout ce dont on a déjà pu parler dans le podcast, et il y a aussi des gens dont le métier en fait c'est d'être créateur sur le domaine de la finance. Et donc c'est quelque part des créateurs/influenceurs, slash influenceurs, Un exemple, et en c'est quoi un fait, créateur dans la finance, concrètement? concrètement, c'est par exemple, un type qui est ultra connu pour faire des bons investissements et qui se brande comme tel sur TikTok ou sur, Instagram ou sur Twitter. OK. Et ben, tu te dis, toi, qu'en tant qu'investisseur, débutant ou pas débutant, tu as envie de suivre de beaucoup plus près ce qu'il fait, et donc de quelque part, tu vas le suivre pour ça. Et ben, Prism, en fait, c'est une plateforme qui permet de suivre ce type de profil, qui permettra en tout cas de suivre ce type de profil sur la catégorie vraiment de la DeFi, donc de la Decentralized Finance. Et ce qui est génial et ce qui est très fort en fait dans ce mouvement-là, c'est d'un côté le côté analytics, parce que Prism va fournir tous les analytics nécessaires pour savoir si, bah, en fait, si les gens ont vraiment, comme ils disent en anglais, put their mouth where the money is, ou money where their mouth is, je ne sais plus comment on dit. Et en gros, pouvoir suivre exactement si, bah, ok, tu dis que tu vas faire un tel trade ou un tel autre trade, bah, on-chain, grâce aux analytics fournis sur la blockchain, eh ben, tu peux suivre si les gens font vraiment ce genre de mouvement. Donc en gros, par exemple, tu as Jedi qui est un investisseur financier ultra connu, il a 10 000 followers sur Prism, il dit, ben voilà, moi les gars, je vais investir dans tel projet, je vais le faire à tel moment. Et ben, on-chain, tu peux vérifier que Jedi le fait vraiment. C'est pas juste un pump and dump, c'est pas juste Mmh Jedi mh. qui essaye Mmh. de revendre son bag à quelqu'un d'autre. Du coup, Prism, c'est ce qu'il propose de faire. Et ce qui est très fort aussi, c'est d'un point de vue monétisation, parce que en fait, ce que ça va permettre de faire, Prism, c'est de créer son propre fonds. Donc, en gros, toi, Jedi, tu as repéré 3, 4, 5 tokens dans la défi qui sont hyper intéressants. Tu décides de les packager en un fonds, tu le vends à tes followers. Tu peux aussi être simplement un modèle de subscription classique. Donc, en gros, les followers s'abonnent à Jedi en échange d'un montant qui sera peut-être d'ailleurs un montant payé en token de la plateforme, ça on ne sait pas encore. Euh, et donc, les gens peuvent suivre tes trades de façon régulière, ils ont accès à tous tes trades, ou une partie, en fonction de la souscription qu'ils prennent, etc. Et puis, tu as simplement les tips. Donc, en gros, ça, c'est un truc qui est déjà très courant dans la crypto, parce que quand quelqu'un te refile une bonne info, un bon insight, et ben, la plupart du temps, c'est bien vu de lui envoyer un petit tip une fois que tu as Mmh, réalisé mmh tes mh. profits. Donc, en gros, tu lui Ouais. envoies 10 $, 100 $, ou même des fois des pourcentages beaucoup plus grands de la somme en fonction de la somme que tu as gagnée. En fait, tout ça, je le vois très bien s'assembler dans le produit que Prism est en train de faire. En tout cas, je trouve que ça très malin. Et je trouve que la description du TikTok slash Robinhood de la crypto, je trouve que ça me parle en fait très, 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 très fort. Et je suis curieux de voir si c'est un produit que moi j'utiliserais à titre personnel. Non pas en tant qu'influenceur, mais en tant que follower. Puisque je me rends compte en fait que dans la vie de tous les jours, c'est ce que je fais. C'est juste qu'il n'y a pas aujourd'hui de produit qui streamline tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Eh ben, on parle à énormément de gens, on confronte les opinions, on confronte les informations, on s'envoie des screenshots, on s'envoie des parties de conversation, on s'envoie des tweets qu'on a vus, etc. Et en fait, en recoupant ces informations-là, on prend des décisions d'investissement qui sont plus ou moins malines. Et peut-être qu'un produit, c'est une bonne façon de capturer cette valeur-là, tu vois. Mmh, Je mmh voulais mh. avoir ton avis. Je sais que tu l'as vu passer, du coup, dis-moi ce que tu en penses de ce Ouais, produit-là. hem, grave. Beh, alors, en fait, ça se fait déjà de façon fragmentée. Donc, il y a eToro qui le fait pour la bourse principalement, même pour la crypto Mmh. maintenant. Et c'est du copy trading, classique. Donc, tu peux choisir de vraiment copier toutes les transactions que quelqu'un fait sur eToro, et sur les autres plateformes qui font la même chose. Pour le coup, c'est pas on-chain, mais par contre, on peut pas de mytho parce que c'est sur eToro que les transactions se font, et donc c'est eToro qui vête les transactions. Par contre, le côté social du truc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça se fait déjà un peu. Par exemple, tu as un mec sur Twitter qui est connu, qui avait mis, je crois qu'il a mis 20 000 $, je te l'avais envoyé, je crois. Il avait mis 20 000 $, en début 2020, je pense. Il a transformé ça en 2 millions de dollars. Et en fait, tous ses trades étaient publics. Donc, ce qu'il faisait,
c'est que tu pouvais voir sur, c'était pas sur eToro, je crois que c'est sur FTX, je suis pas super sûr. Tu pouvais voir en live toutes les transactions qu'il faisait. En plus de ça, il tweetait les transactions qu'il faisait. Tellement il était bon, c'était devenu un mème. En fait, le mème, c'est un aimant que tu mets sur les charts. Et en fait, dès que lui fait un call, donc dès qu'il dit oui, c'est là que je me positionne, il faisait un espèce de chart, enfin sur son chart, il mettait un espèce d'aimant et il le publiait. Et du coup, maintenant, le mème, c'est dès que tu vois un aimant sur un chart sur Twitter, il y a la référence du mec et tu sais que le mec, enfin, il a créé un vrai personal branding autour de ça. Et, euh, et pour le coup, lui, maintenant, je pense il y a une version payante pour avoir accès à son chart. Donc, il l'a masqué et tu dois payer maintenant pour pouvoir avoir accès à son chart, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ça existe déjà. Il faut juste centraliser tout ça sur un produit. Je me demande en quoi ça va être différent de eToro et tout le reste. Après, je ne pense pas que tu as des produits qui font ça sur la DeFi, je pense pas. Enfin, en tout cas, qui font ça on-chain, je pense pas du tout. Enfin, j'en ai jamais vu, personnellement. Mais je serais curieux de l'approche qu'ils vont avoir. Je crois que ça va être un vrai sujet de communauté. C'est quels sont les premiers influenceurs, entre guillemets, que tu vas accepter et qui vont être un peu tes ambassadeurs et qui vont représenter ton branding, tu vois. Mais sinon, non, moi, ça m'excite. Je ne sais pas si je pourrais utiliser ça. Je suis toujours méfiant du copy trading. Je n'ai pas d'expérience de mec qui a copié un type de A à Z, qui a jamais pris une décision lui-même, qui a toujours copié et ça a marché, tu vois. Parce que comme tu le dis, on recoupe les informations, donc en fait, en final, on se fait notre propre opinion, tu vois. Mais c'est rare quand tu copies un seul type. Quand il y a un mec qui te dit, OK, maintenant tu rentres maintenant, tu sors maintenant, et il dit ça et tu le suis aveuglément, tu vois. Enfin, en tout cas, je connais personne qui l'a fait, alors que ça existe, tu vois, c'est pas le problème. Sinon, le copy trading n'existerait pas. J'aimerais avoir un Ce qui doit être mec. difficile, ouais, c'est de sortir juste de la mimétique pure et simple, tu Ouais, c'est vois. ça. C'est ça. D'un point de vue produit, c'est de réussir à incentiver les gens à suivre enfin, des mecs qui sont pros et qui investissent là-dedans, et à la rigueur, tu les suis pas à la lettre, mais juste, en fait, ça donne des grandes directions. Enfin bon, il y a un vrai sujet là. Enfin, ouais, comme tu dis, le copy Ouais. trading existe depuis longtemps. Par contre, le Euh, fait de rendre public ces investissements et de pouvoir les commenter et de pouvoir les prouver, tout ça sur un réseau social, enfin un réseau social, tout ça sur un produit sans forcément proposer, enfin les gens peuvent copier s'ils veulent, mais ils sont pas obligés, tu vois. Mais juste par contre, rendre public ton investissement, c'est intéressant. Surtout quand on voit ce qui se passe sur TikTok pour le moment. Sur TikTok, tu as une vraie vague depuis maintenant un peu plus d'un an où tu as plein d'influenceurs investisseurs qui sont lancés pour le meilleur et qui ont pour le tous 15 pire. ans. Ouais, qui ont tous 15 ans, pour le meilleur et pour le pire. Mais par contre, ça marche, tu vois. Tu vois que les mecs, ils explosent sur TikTok. Et en fait, vu que c'est un bull run, bah, en fait, dès qu'ils font un bon call, dès que le Dodge il fait x10, bah, évidemment, tout le monde est content et tout le monde dit ce mec-là, il est trop fort et il faut absolument que je le suive lui. Et ça marche bien, tu vois. Et ils disent à tous leurs copains de suivre ce mec-là parce qu'il a prédit un x10, tu vois. Mais je sais pas, je sais pas. En fait, j'arrive pas à visualiser à travers un produit, un comportement d'usage, comment ça peut ne pas être toxique et être utilisé de façon régulière. Mais je suis sûr que ça, tu peux le faire, tu vois. Par exemple, il y avait un mec qui voulait faire, c'était Tendies. Je pense que je t'en avais parlé de cette app-là. C'est un mec qui voulait faire, c'était au début 2020, une app où tu devais annoncer tes pires trades et les gens pouvaient commenter tes pires trades. Et tu devais du coup lier aussi la plateforme sur laquelle tu faisais tes trades pour prouver que tu avais fait ces trades-là, tu vois. Et genre là, tu dis, putain, c'était le pire trade, je me suis fait défoncer, j'ai perdu 10 000 balles. Et du coup, les gens pouvaient commenter tes pires trades et c'était que basé sur les pires trades. Et donc, et en fait, il y avait même dans le produit, il y avait des mèmes préfaits que tu pouvais envoyer dans les commentaires des peer trades. Et si tu voulais, tu pouvais apply pour envoyer tes propres mèmes à toi que tu avais fait, tu vois. Donc, c'était très centré sur le fait que les gens se cassent la gueule et tu vas te moquer d'eux, tu vois. L'autodérision, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, l'autodérision. Euh, ça- Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, là, je vais rebondir sur un autre truc qui est complètement différent. Tu parles des peer trades, etc. Donc, en gros, des opérations qui ont foiré. Et vite, une petite parenthèse, juste parce que je me dis qu'il y a quelqu'un un jour qui va le faire, c'est sûr et certain. C'est de faire
Donc aujourd'hui en science, quand tu découvres des trucs et quand tu publies un paper en fait, bah, c'est que tu as découvert quelque chose, que tu as fait une amélioration, d'un sujet donné et en fait que tu as fait progresser la discipline. D'une certaine façon et tu vérifies par du peer reviewing que, c'est bien vrai et cetera. Tout le monde se met autour d'une table, et cetera. Bref et il y a 3-4 ans, j'étais allé voir un entrepreneur près de chez moi, qui était dans la science, dans la chimie. Son boulot à lui, c'était d'aller dans des plans, d'usines qui étaient, pollués. Donc c'était des terres qui étaient polluées et lui, il avait toute l'infrastructure, toute l'opération en fait pour, dépolluer les terres. Ça pouvait être des terres, ça pouvait être, des bâtiments et cetera. Bref, et donc il avait un robot et cetera qu'il envoyait, qui dispersait un liquide particulier, bref. Et bref, l'un dans l'autre, c'est lui qui m'avait pitché cette idée-là. Il m'avait dit: «Avec mes cousins, c'est des Suisses, ils sont scientifiques, on parle souvent ensemble et cetera». Un type perché, mais absolument génial, je pense. Heu, c'est une histoire extraordinaire et donc et il me dit, que, ses cousins lui ont pitché une idée qu'il a trouvée extraordinaire et il me la pitch à moi. L'idée, c'est de dire: «En science, on publie que les résultats qui ont fonctionné et personne publie jamais les résultats qui ont pas fonctionné». C'est-à-dire toutes tes expériences que tu as faites et qui ont foiré. Personne ne le sait, en fait et donc quelque part, un peu comme, dans la même vibe que les startups, que le cimetière à startups qui recense toutes les startups qui ont foiré depuis la naissance des startups, et ben, tu pourrais faire un cimetière d'expériences qui ont foiré, pourquoi, comment, et cetera, pour que les gens qui derrière après font leur propre expérience sur les sujets quasiment, équivalents ou voire les mêmes, et ben, ne tombent pas dans Mmh. les mêmes problèmes et dans les mêmes échecs. Du coup, en fait, ce serait une façon de gagner du temps basée sur non pas les pires trades, non pas les pires échecs de startup, mais sur les expériences qui ont foiré tout simplement. Ouais, Parce ouais, que c'est ouais. de la science en tant que telle, tu vois? Je trouvais Ouais. ça marrant Ouais, ouais, non, enfin non, ouais. dans la Je pense même qu'il y a des vibe. domaines où tu peux faire ça et des domaines où tu peux pas. Par exemple, tu vois, pour la science, c'est très empirique et tu peux comprendre quand quelque chose fonctionne pas et tu peux clairement donner les paramètres de pourquoi ça a pas fonctionné. Ouais, Par tout à contre, en fait. startup, par exemple, pour moi, c'est le fail total et d'essayer d'expliquer pourquoi les boîtes, foirent. Ah oui, oui, C'est c'est pas du tout rationnel, on est d'accord, non, non, la c'est plupart ça, du temps. c'est ça, c'est que, la raison de pourquoi une boîte a foiré peut être la raison de pourquoi une autre réussit. C'est comme ça et du coup, du coup, ouais, c'est et il y a tellement de paramètres, il y en a beaucoup plus que si tu faisais une expérience scientifique pour le coup. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Le cimetière des échecs. Ouais, ouais, je vois, je vois. Tu le temps qui est réinvesti chaque année pour faire des expériences équivalentes dans le monde entier de façon simultanée, pour arriver au même échec probablement. Tandis que s'il y avait un espèce de record de tous les expériences ratées et que tu saches relativement simplement savoir pourquoi ça a raté, bah, probablement qu'il y aurait des grandes avancées dans la science qui Ouais, seraient, je m'y connais pas possibles. en méthodologie des sciences, tu vois? Mais je me dis ça doit quand même, tu sais, ils doivent avoir un truc, tu vois? Je sais pas, ça me Après, il paraît y a du tellement bon évident. sens, tu vois? J'imagine qu'il y a une partie de bon sens, mais je sais pas. C'était ce qui m'avait pitché à l'époque et à l'époque, ça m'avait semblé absolument extraordinaire. Il est devenu quoi ce type-là? Je sais pas ce qu'il était en train de mettre au point, un fongicide biodégradable, parce qu'apparemment, un des grands problèmes dans les vergers, les pommiers et dans les grandes plantations, de vignes, c'est qu'il y a des champignons qui bouffent tout. Il y a des nouvelles maladies, des nouveaux champignons de ça qui arrivent de façon assez récurrente et qui bouffent toute ta récolte et lui, il avait mis au point, il avait breveté et cetera, un fongicide biodégradable, je me rappelle pas, c'était un truc assez révolutionnaire et je trouvais ça bizarre parce qu'à l'époque, il m'avait dit, «J'hésite à faire une campagne», tu vois les campagnes Kickstarter et cetera, OK. et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça, parce qu'il débordait littéralement d'argent, et j'avais essayé de lui demander. Bon, c'était juste une entrevue rapide, du coup, j'ai pas eu le temps de savoir ce qu'il devenait, mais ouais, je pense qu'il est toujours dans la même vibe et il m'avait dit: «En fait, ne fais jamais un business où les gens t'appellent au dernier moment». Parce que du coup, tu vois, lui, son histoire de dépollution et cetera, ce qui l'avait rendu riche et ben, en fait, les gens les pollueurs ne l'appellent que quand il y a un jugement ou une juridiction ou une juridiction administrative et cetera qui dit: «Les gars, vous allez dépolluer, sinon vous allez devoir fermer l'entreprise», tu vois? Et c'est seulement à ce moment-là qu'il était appelé et lui, en fait, il faisait énormément d'argent, mais les gens, ils essayaient de repousser au plus tard possible son intervention et donc le moment où lui était payé. Mais une fois qu'il était payé, il était rincé pour l'année, quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant comme, OK.
business knowledge. Voilà. OK, OK, OK. Allez, à toi. Hem, ouais, je vais te parler aussi d'une petite histoire. En gros, il y a quelques années, j'ai essayé de monter un productized service qui a plutôt bien fonctionné et en fait, j'étais assez fainéant. J'avais pas envie de faire trop de marketing pour ce produit-là, pour ce service-là plutôt et du coup, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit: «OK, il faut absolument que je rank super bien sur Google, et il faut que je fasse un maximum de brand awareness sur ma cible». Sans que ça soit moi qui la fasse, mais en trouvant des leviers où je suis pas obligé de, fournir de l'effort pour que les gens, me connaissent. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté des centaines de blogs, pour leur demander de faire un article sur ma solution, de donner leur avis et du coup, je leur donnais un lien d'affiliation pour qu'ils puissent, eux-mêmes se faire une commission sur les ventes qu'eux généraient et en fait, en quelques mois, en 4-5 mois, l'entièreté de mon trafic venait de ça. Donc je n'avais plus besoin de faire du marketing. En fait, c'était là où, il y avait des articles sur mon service que les ventes, c'était de là que les ventes venaient. Hem, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler de les solutions que j'ai essayé de trouver pour trouver ces fameux, blogs, ces fameux, créateurs de contenu autour du marketing. J'avais utilisé à l'époque un outil qui s'appelait Ninja Outreach, qui d'ailleurs a été revendu 2 fois. Je le vois à chaque fois sur une marketplace de revente de SaaS. Je me demande pourquoi les gens essaient de se le refourguer. Et un autre outil que j'avais utilisé, c'était Haro, Haro. Et en fait, ça m'a jamais servi à rien, Haro. Alors Haro, si tu veux savoir exactement l'acronyme, c'est, help, attends, je vais essayer de te le retrouver. Je parle du nom de helpreporter.com. Voilà, c'est ça. Tu connais? Non, non, Ah j'ai OK, juste OK, tapé OK, un. OK. C'est ça, c'est Help Harry Potter et hem et en gros, je l'ai jamais utilisé au final. Je m'étais inscrit sur Help Harry Potter, mais je l'avais jamais utilisé et pendant toutes ces années, donc ça fait bien 5 ans, je recevais tous les jours, des plein d'emails de la part de Haro. Et je comprenais rien à leurs emails, mais je les lisais et je les trouvais cool. Genre, je lisais la moitié de leurs emails, je les trouvais cool et un jour, je me suis dit: «Mais putain, il faut vraiment que je lise leurs emails parce que je les comprends pas, mais ça sort d'où ce truc?» En fait, j'avais oublié que je m'étais inscrit sur Haro. Je lis leurs emails et en fait, je vois que c'est des annonces de journalistes qui cherchent des sources d'informations. Et du coup, récemment, il y a quelques semaines, je me suis dit j'ai revu ce truc et en fait, finalement, je me suis désabonné, mais je me suis dit: «Mais comment ça se fait que ça fait presque 5 ans que tous les jours, je reçois des 4-5 emails de la part de Haro avec des journalistes qui cherchent des sources d'informations?» Tu vois? Je me dis: «Mais d'où ça sort ce truc?» Et donc j'ai creusé un peu Haro et j'ai découvert qu'est-ce que Haro. Haro, c'est un business très, très juteux. Donc Haro, c'est quoi? Haro, c'est une plateforme qui aide des journalistes à trouver leurs sources d'informations. Donc, je suis un journaliste qui tient un magazine sur, la sexologie, et il me faut du coup, chaque semaine, des sources d'informations pour faire des recherches pour mon prochain article. Bah, je m'inscris sur Haro. Je dis que je suis, spécialiste de la sexologie, que je cherche des sources d'informations dans tel domaine avec tel critère et tous les jours, Haro shoot des emails à des sources d'informations avec les annonces des journalistes. Et si tu es intéressé, si tu es sexologue, ou tu es spécialiste de la sexologie ou tu as une boîte dans la sexologie ou peu importe quoi, tu peux dire: «Ah ben tiens, justement, là, il y a un journaliste qui veut faire une annonce sur ça». Tu contactes le journaliste, tu expliques ce que tu fais, tu l'aides et évidemment, en contrepartie, tu lui demandes de faire la promotion de ta boîte. Imaginons, je sais pas, je fais des services de tarot autour de la sexologie et le mec, il écrit, un article sur, le futur du marché de la sexologie en 2035. Et qui veut lister des boîtes, bah, par exemple, je peux le contacter en lui donnant mes insights à moi, vu que moi, en fait, je suis un opérateur dans le domaine, sur le marché, et en plus, il va faire la promotion de ma boîte. Donc, en fait, c'est un échange de bons procédés. Le journaliste recherche des sources. La source, elle a envie d'être une source parce qu'elle peut, à un moment donné, avoir de l'exposition grâce au journaliste. Euh, Arrow a été créé en 2008 par un mec qui s'appelle Peter Shankman, qui a maintenant une quarantaine d'années. Et en fait, ce mec-là avait commencé avec un groupe Facebook en 2008 où il avait mis des potes journalistes dedans qui cherchaient des sources d'informations. Et donc lui, il était plutôt pas mauvais en marketing. Il leur a dit: «Bah, écoutez les gars, je vous mets dans ce groupe-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des gens spécialisés dans les sujets qui vous intéressent pour vos prochains articles et je les invite dans le groupe». Et donc c'est comme ça qu'il a démarré. Le groupe est devenu plutôt viral, c'est-à-dire qu'en 6 mois,
il y avait plus de 65 000 membres actifs dans le groupe, où il y avait des journalistes tous les jours qui passaient des annonces. Je vais écrire un article sur ça, qui peut m'aider, qui a des informations sur ce sujet-là, qui a envie d'apparaître sur l'article. Et ainsi faisant, ça a grossi. Du coup, il a essayé de monétiser tout ça. Il s'est dit, pour monétiser, il faut que je passe tout ça sous forme de newsletter. D'où le fait que moi, je m'étais inscrit en fait à une newsletter à la base. Et donc, ça a été transposé sur une newsletter. Et donc, la newsletter, c'est quoi? C'est tous les jours, tu reçois 3 emails. Et dans chacun des emails, il y a des annonces de journalistes qui cherchent des informations. Et si tu es intéressé, il suffit de répondre. Tu as le contact du journaliste. Tu n'as même pas besoin de passer par Arrow. Tu peux prendre le contact du journaliste, tu le contactes, tu dis écoute, je peux t'aider sur ce sujet-là. Ils ont 55 000 journalistes qui font des annonces tous les jours. Et ils ont 800 000 sources de gens dans des sujets totalement différents, spécialistes dans des sujets totalement différents. Cette boîte a été revendue en 2014 à Cision, qui est une boîte de relations publiques et qui vend aussi du software pour journalistes qui est coté en bourse. On n'a pas les chiffres de la revente, on n'a pas les chiffres du CA des dernières années de Arrow, mais ce qu'on sait, c'est qu'un an après la création de ce groupe Facebook, il faisait $1 million de chiffre d'affaires. Et en fait, d'où vient son revenu principal? Il vient des ads. C'est-à-dire que vu qu'il shootait des emails, en fait, il mettait une bannière d'ads au début de son email. Il a réussi à faire $1 million avec ça la première année. Et en fait, son business a explosé et il s'est fait racheter en 2014. Maintenant, le modèle est un peu différent. Donc, il y a toujours des ads. Mais maintenant, en tant que source, tu peux payer un abonnement mensuel pour euh, pour pouvoir en fait te taguer, donc c'est-à-dire rajouter des filtres sur ton profil pour avoir des emails de plus en plus précis. Moi, je me souviens quand je m'étais inscrit, j'avais pas mis de filtre, j'avais juste dit bah, je suis intéressé par être une source et du coup, je recevais tous les jours des emails avec des centaines d'annonces de journalistes et en fait, je les lisais pas parce que en fait les sujets m'intéressaient pas, tu vois, il y avait des trucs qui sortaient de n'importe où. Maintenant, tu peux payer un abonnement et dire bah écoute, moi, je suis une boîte, je suis entrepreneur et je suis dans la dépollution. Je veux avoir que des articles sur des journalistes qui vont faire des articles sur le sujet de la pollution ou l'écologie ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, tu as un deal flow de journalistes qui est de plus grande qualité. Je me suis rendu compte que sur YouTube, il y a beaucoup d'entrepreneurs enfin, il y a beaucoup de chaînes YouTube autour du marketing qui recommandent Arrow pour avoir un stream régulier d'opportunités de press release. Donc, tu es une boîte dans la dépollution, encore une fois. Tu as envie régulièrement de faire qu'il y ait des articles sur toi pour ta notoriété, pour du branding et pour de l'acquisition pure et dure de clients. Tu t'abonnes à Arrow et tu sais que bah, tous les jours, tu as l'opportunité d'écrire à un journaliste et qu'il écrive quelque chose sur toi. Donc, en fait, ça te permet d'avoir de créer du brand awareness permanent, en fait. Et jamais j'aurais pu penser qu'on puisse créer un business là-dessus, tu vois, juste sur de la mise en relation entre journaliste et source. Écoute, première année, $1 million, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce Peter Shankman? Ce Peter Shankman, il fait du public speaking, donc il fait des conférences. Il est grassement payé pour faire des conférences. Et les conférences, les sujets, c'est du développement personnel slash développement professionnel. En gros, si je devais résumer ça en une phrase, c'est devenir la meilleure version de soi-même, quoi, en gros. Et il fait des conférences comme ça partout dans le monde. Il a pas de dégaine, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, je connais pas son origine, je l'ai pas vu, mais j'ai pas regardé, mais on dirait un mec du Nord, tu sais, genre un Norvégien ou un Allemand ou un mec des Pays-Bas, qui voilà, va faire des conférences partout dans le monde. Je crois qu'il vit aux États-Unis, je suis pas sûr. J'ai vu qu'il fait beaucoup, beaucoup de conférences à New York. Mais donc voilà. Je trouvais ce business assez intéressant. Ça a démarré d'un groupe Facebook, 1 million de CA la première année, inconnu au bataillon. Il a 800 000 sources, 55 000 journalistes, et il a été racheté par une boîte cotée en bourse. C'est plutôt pas mal. Il a été racheté en moins de 5 ans. C'est fou. Enfin, tu vois, qu'une newsletter soit rachetée en moins de 5 ans par une boîte cotée en bourse, je me dis, wow, quoi.
juste pour de la mise en relation. Tu vois? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a même pas de création de plus-value de sa part. Enfin si, la plus-value, c'est la mise en relation. Mais je veux dire, il y a pas de Ça il m'étonnait que tu dises ça. Une sorte de ouais, blague ouais, devait ouais, ouais. rectifier. Oui, non, non, oui, mais je veux dire, il y a pas de genre, il fait pas de la recherche, tu vois, enfin, il vulgarise pas. Il fait littéralement, moi, je recevais des emails, c'était: «Bonjour, aujourd'hui, voici les annonces. Journaliste 1, sujet, les phoques, dans le pôle Nord», et du coup, tu as une annonce de 3-4 lignes sur le journaliste, ils disent ce qu'ils recherchent: «Contactez-moi à telle adresse email», tu vois? C'était fou. Enfin, voilà, Non, ouais, genre, je je trouve revenais pas ça. que ce mec faisait de l'argent, tu vois? Mais, mais voilà, c'était un peu, c'était de ça que je voulais te parler. Je sais pas si tu as des exemples de boîtes comme ça, je pense pas. Enfin, en tout cas, je pense que c'est le genre de boîte auquel tu m'aurais parlé. Enfin, tu m'en aurais parlé si tu avais des exemples similaires. Yes, donc moi je connais, pas de service, comparable. Enfin si, j'en ai sûrement vu passer, tu vois? Mais sur le bout des doigts, j'en connais pas un. Par contre, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a une boîte qui est sortie qui faisait du press release as a service. Donc en gros, tu lui envoyais ton URL de startup, et elle te promettait, d'envoyer, ta startup plus ton pitch à 300 journalistes qui correspondaient exactement à ta cible et tu payais Mmh. 500 et ça devait fonctionner aussi, pas mal ce genre de petit Je me tool, souviens de ces c'était gars-là parce que je les avais contactés. En fait, c'était pas des jeunes qui, avaient fait plusieurs, ils avaient fait un challenge genre 6 startups en 6 mois. Et possible. ils avaient fait une en mode on te file une base de données d'investisseurs. Il y avait l'autre qui, si, si, je me souviens, je me souviens. Ouais, 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 Mais ouais, là ouais. mais là, moi, si je me rappelle bien, tu voyais pas la base de données, tu voyais Ouais, non, rien, tu tu voyais pas. tu Là, faisais pour le confiance, coup, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que tu remplissais un formulaire et eux shootaient, et ils disaient, si tu as un retour, tant mieux, sinon, tant pis pour toi, quoi. C'est beau Heu ça, c'est beau aussi ça. Ouais, non, je vois. Mais j'étais étonné de ce haro. Et en fait, comment j'ai redécouvert Haro? C'est, bah, c'est parce que je me suis désabonné et j'ai commencé à recevoir des ads, de Haro, et je me suis dit: «Mais putain, vous me saoulez là, je vois Haro partout, c'est quoi ce truc?» Et du coup, je me suis renseigné. Donc voilà, j'ai pas d'autres, est-ce que tu as une autre boîte là à Ouais, me faire découvrir, ou un projet ou n'importe quoi? ouais, j'en ai une, c'est rapidos, ça s'appelle Outfit. Le nom de domaine, c'est buildoutfit.com. Fondé par un architecte slash PM dans la Silicon Valley qui s'appelle Yann Yannicki. Et en fait, c'est le do it yourself de la rénovation. Donc le OK. pitch, c'est de dire, OK, et en plus, il s'est lancé pendant le Covid aussi, c'est de dire, OK, les gars, vous êtes coincés chez vous, vous avez envie de faire de la rénovation chez vous, soit vous ne faites pas confiance à d'autres gens pour venir le faire chez vous, soit vous avez envie de le faire vous-même parce que c'est moins cher de le faire soi-même. Et ben moi, avec mon service, vous allez pouvoir découvrir, enfin, vous allez recevoir des conseils d'architectes d'intérieur, etc., selon vos goûts, donc vraiment personnalisés. Et ensuite, on vous envoie par la poste tous les matériaux, tous les outils, tous les plans et toutes les to-do list pour faire de la rénovation do it yourself chez vous. Et donc, c'est bien sûr, il a été pris chez YC. Euh, et j'ai testé son expérience de A à Z. Alors, et à mon avis, pour le moment, il est encore en bêta, puisque quand tu remplis le formulaire, donc en gros, tu choisis, tu veux un intérieur moderne, ou plutôt fermette, ou plutôt, je sais pas moi, je sais pas comment on Tu appelle le ça, style, mais quoi. enfin bref, tu choisis ton style. euh, et, euh, et ensuite, à la fin, tu es redirigé vers un calendrier où tu peux réserver un slot avec un architecte qui, en fait, est lui. Et lui, à mon avis, fait sur mesure les plans, il fait une proposition, il fait une maquette. Et puis derrière, et c'est vraiment cette partie-là qui se distingue d'un productized service, celle que tu en avais parlé dans un des épisodes Mmh. de FarmSpot, c'est que lui, il envoie vraiment via Amazon en plus apparemment, avec un code de suivi et avec la to-do list et la how-to list, bah, tous les matériaux et tous les outils nécessaires pour pouvoir faire tes rénovations chez toi. Et en fait, quelque part, pour moi, il est en train de créer, euh, après c'est la vision très long terme, mais il est en train de créer le backbone, donc ouais, le backbone du IKEA at home, do it yourself. Donc en gros,
En fait, il a pris ce qui fonctionnait super bien chez IKEA, c'est-à-dire quand tu vas chez IKEA et que tu veux monter un meuble, tu reçois un plan qui t'explique vraiment de A à Z comment monter le meuble. Alors c'est un mème, tout le monde se dit ouais, tu sais monter un meuble IKEA ou pas, enfin tu vois, on en rigole tous, mais en vrai c'est un truc qui est extraordinaire et qui est super bien fait. Et ben lui il s'est dit je vais faire ça, mais pour toutes les rénovations que vous voulez faire chez vous. Mmh. Et je pense que c'est là-dessus qu'il se distingue. Et je Sachant trouve ça qu'en plutôt soi, pas ce que les mal. gens font, ils regardent YouTube, hein. Et moi, je suis le premier à le faire. Quand je dois changer mon joint de silicone de ma douche, je tape ça sur YouTube et je regarde, quoi. Exact. Donc si avec le joint de silicone, je pouvais avoir un guide de comment le faire, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Mais, Mais là, alors, là, c'est plus une réparation. Rénovation, réparation et une petite ouais, ouais. nuance. C'est genre, lui, il a l'air de s'inscrire plutôt dans des gros travaux. Mmh. Genre, la première question de son formulaire, c'est après, comment tu t'appelles? C'est OK, c'est quoi ton budget? Est-ce que c'est plus de 5 000 € ou pas? Ou 5 000 $ ou pas? Donc, tu vois, c'est quand même, enfin, pour Mmh. changer un joint de Mmh. silicone, voilà, Ouais, ouais. on est loin. Mais Mais oui, même pour ça, il me je faut une trouvais ça vidéo marrant. YouTube, donc ça va. Non, mais tu Ne vois, dénigre c'est. pas, des fois, c'est Non, pas c'est facile, bien. hein. Non, je sais que c'est pas facile. Mais mec, enfin, petite histoire, quand dans mon ancien appart à Paris, j'avais cassé, enfin, je sais pas si c'était moi qui l'avais cassé ou l'ancien proprio ou l'ancien locataire, j'avais cassé le fond du bac à douche. Il y avait une fuite d'eau. Mec, j'avais fait du rafistolage dégueulasse. J'avais mis des. Pour que, en fait, que ça vienne pour que pour que le trou soit obstrué naturellement, j'avais mis un morceau de bois par-dessous le bac qui poussait sur le bac et du coup, il n'y avait plus rien qui fuitait. Je trouvais ça. Je me suis trouvé très marrant sur le coup. Enfin, MacGyver, très, on est très, malin. très, très intelligent. Ouais. Et donc Hem, voilà. Donc c'est Build Outfit, c'est propre en plus, réparation via Amazon. Le site est super le beau. ouais, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Propre, propre, encore une boîte de YC tout ça. Hmm. Encore une boîte de YC, pas étonnant. Moi j'ai un tout petit tool à te faire découvrir, c'est ReviewBolt. Est-ce que tu connais? Donc c'est review REVIEWBOLT Ouais. .com et en gros ReviewBolt, c'est l'outil que nous on utilise, pour avoir des analytics d'un site, voir les ads d'un site, on va sur le Facebook Ad Library, pour voir le nombre d'employés, on va sur le LinkedIn. Mais en fait là, il centralise tout. C'est juste Ah, ça va te faire gagner du temps. C'est tu mets le site internet d'une boîte et en fait ça te centralise, les réseaux sociaux, les employés, les ads qu'ils font. Donc il va chercher les ads sur Facebook Ad, Library, l'analytics de SimilarWeb, il centralise tout, quoi. Donc voilà, pas mal. Hein. petit outil et alors je voulais te parler d'une dernière boîte que alors c'est pas j'hésitais à en parler parce que genre c'est pas encore, c'est encore tout début et hem et je me pose des questions sur cette boîte. Donc si j'en parle, c'est pas juste pour faire découvrir un truc parce que je crois pas que ça va être une découverte extraordinaire. Par contre, c'est pour les suivre. Donc je vais en parler maintenant et on verra dans un an, fin d'année, où est-ce qu'ils en sont. Donc en gros, il y a un mec sur Twitter qui s'appelle Karl Popa. Karl Popa a créé une boîte récemment qui s'appelle Jampony Delivery. Donc c'est, Jampony, Jampony point delivery, Delivery. Et en gros, il est à Singapour, et ce mec-là, il apprend à coder. Donc ça fait 1 an qu'il a appris à coder, autodidacte, de son côté. Et en gros, il a plein de potes restaurateurs et tous ses potes restaurateurs passent, depuis 2020, tous par Deliveroo, et toutes les solutions annexes qu'ils ont là-bas à Singapour. J'y connais rien à tout ça. Tout ce que je sais, c'est que le cut, il est gigantesque. Le cut de Deliveroo sur le restaurateur, c'est 30 à 40 sur un produit. Je connais une personne, qui fait de la restauration. Elle m'avait dit: «Je paye 30 à Deliveroo, je paye à 30 Deliveroo pour utiliser leur plateforme». Voilà. Plus, en plus, il me disait: «Je paye 500 balles», je crois que c'est 500 balles pour installer le matériel Deliveroo. Donc ça veut dire, la petite tablette Deliveroo, et cetera, et cetera. Voilà. Et qui m'installe, enfin qui m'onboard quoi, l'onboarding et le matériel. Avec les étiquettes qui sortent pour Deliveroo, et cetera, tu vois? Soit et en gros, lui, ce qu'il se dit, c'est que, c'est du vol, selon lui. C'est du vol. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une plateforme qui permet aux restaurateurs, d'encaisser des commandes, donc déjà de showcase leur menu en ligne, d'encaisser des commandes,
et de manager leurs livreurs, s'ils en ont en interne, ou de choisir une plateforme de livraison partenaire qui sera intégrée. Donc en gros, ils sont en train de faire, le comment il s'appelle le tool qu'on a parlé dans 3-4 il y a 3-4 épisodes, dans le domaine de la, c'était en Inde, c'était, Dukan. C'était pas Ah Dukan? oui, C'est Dukan, ouais, tu vois? C'est ça, hein, c'est Dukan, hein? ah oui. Donc en gros, ils font le Dukan de la restauration. Eux, ils se brandent comme le Shopify de la restauration. Donc tu crées ta boutique, tu listes tes produits, et si tu peux manager, tes commandes et tes livreurs, et si tu veux, rajouter des livreurs, tu peux parce qu'eux, ils s'intègrent avec des systèmes de livraison dans le coin. Le seul hic, selon moi, et c'est là que je lui parle pour le moment sur Twitter, et c'est très, très flou. Donc en gros, ils ont 400 restaurants déjà en Malaisie. Ils ont ouvert Singapour récemment, mais dans toute la Malaisie, ils ont déjà plus de 400 restaurants bordés. Et en fait, le truc, c'est que le restaurateur ne paye rien, donc l'outil est gratuit. Ceux qui payent, c'est les clients. Ils payent 8 sur leurs commandes, sachant que 4 finissent à Stripe et 4 restants, c'est le profit de cette boîte. Ce qui est ridicule, 4, c'est rien du tout. Et du coup, ça fait 6 mois qu'ils font ça. Ils grossissent petit à petit, c'est une toute petite équipe, et en fait, il fait ça presque par bénévolat, quoi. Quand je parle avec lui, il me dit, «Moi, j'ai pas envie de faire des millions, je suis juste là pour aider les restaurateurs dans mon pays. J'ai pas envie de faire beaucoup d'argent», mais en fait, il a l'air de faire ça plutôt bien. Il bootstrap tout ça. Son produit a l'air vraiment cool. Il y a une partie sur son site avec les histoires des gens qui ont utilisé, qui utilisent sa plateforme. Il y a des trucs cool. Je suis juste curieux pourquoi je parle de lui, non pas pour faire découvrir un truc, parce qu'en vrai, je comprends pas comment il va faire de l'argent. Je suis curieux de voir d'ici fin d'année, qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Sachant que sur Twitter, il a l'air hyper déterminé. Il a pas mal de monde qui le retweet, qui le suit, qui le soutient. Il y a des devs là qui veulent rejoindre son équipe, mais je comprends pas, enfin, il fait presque pas d'argent, tu vois? Même lui, il dit: «Je fais 4, c'est presque rien». Je comprends pas, tu vois? Et il dit: «J'ai pas envie de faire beaucoup d'argent avec cette boîte, je fais ça juste pour le kiff et pour aider les gens», tu vois? Donc je suis très, très curieux de Et la comment suite, il a quoi. distribué son produit? Tu expliqué ou pas? Organiquement. Il m'a dit: «On n'a pas fait de marketing, rien du tout, organiquement. Dès qu'il y a un restaurateur qui utilise un outil gratuit, parce que apparemment 30 40, enfin, c'est pas apparemment, c'est beaucoup pour un restaurateur. Dès que tu lui dis, Ouais. en fait, bah, tu as plus rien à payer, c'est ton client qui va le payer», bah, ils sont OK avec ça, et voilà. Je sais pas. Après, tu vois, il faut aller choper des restaurants qui ont déjà des livreurs, parce que aussi l'avantage de Deliveroo, c'est qu'ils ont leur propre livreur. Donc il faut soi-même avoir déjà un système de livraison, ou alors te plugger. Mais, mais peut-être aussi que dans la région où il est, Les livreurs, il y heu en a plein. ouais, tu vois, en Indonésie, Asie, les livreurs, il y a que ça, quoi. Quand on était à Bali, on voyait Gojek, il y a plus, c'est aussi la particularité de cette région-là, c'est qu'il y a plus de supply que d'offres, que de demandes, pardon. Mmh. Enfin, il y a plus de livreurs, il y a plus de demandes que d'offres. Non, pardon, c'est l'inverse, il y a plus d'offres que de demandes au niveau des livreurs. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, enfin, il y a pas de galère à trouver des livreurs et des chauffeurs, quoi. ouais. Parce qu'il y a trop de main-d'œuvre. Donc peut-être que c'est une particularité qui fait que c'est pas un problème chez eux, en fait. Heu, Peut-être, peut-être. Tu vois? Parce que je me souviens d'ailleurs quand on avait été à Bali, la plupart des restaurants où on allait, ils avaient d'office des livreurs, tu vois? Ouais, qui attendait, qui était pas non, non. Tu vois? Qui étaient pas affiliés. Je sais Mmh. pas. Donc voilà, juste je voulais parler de ce truc-là, c'est juste pour nous faire on aura un appointment fin de l'année pour voir un peu où on est ce type-là. En tout cas, je discutais avec lui, il a l'air super cool. Et sur Twitter, il fait son petit buzz en tant que fondateur de ce projet-là, quoi. Donc J'ai vu que tu le voilà. retweetais, je vais aller le suivre. Ouais. Est-ce que tu as autre chose là sous la main? Non, c'était fini pour aujourd'hui. OK, OK. Bah, écoute, j'ai pas d'autres sujets. Est-ce qu'on a un invité bientôt? Pas du tout? T'as un truc prévu là? Je sais j'espère que des gens vont se réveiller, mais ouais, j'espère, non. Rien de prévu, rien de concret de prévu.
Ok, malheureusement. ok, ok. Moi, peut-être que j'en aurai un prochainement. Je suis en pourparlers et voilà, voilà. Bon, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut liker, sur YouTube. Il faut si vous êtes sur YouTube, vous likez, vous commentez, vous partagez à un ami, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous êtes et si vous êtes sur l'Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles et un commentaire. Oubliez pas aussi de rejoindre la communauté farmspot.co et à vous introduire, faire une petite introduction sur qui vous êtes, ce que vous faites et il y aura certainement des gens pour vous aider. Bon, on se voit au prochain épisode. Yes. Ciao, ciao. Ciao.